L'Olympique lyonnais affronté ce soir en ouverture de la 5e journée de Ligue 1 le SCO d'Angers et victoire de l'OL 1-0 sur un but de Tanner Tessmann l'américain. Un match, les amis, pas facile du tout, mais je le pense vraiment, c'est le type de match qu'on va devoir se farcir durant une bonne partie de la saison. Sauf progression folle de l'OL, on aura des matchs comme ça très compliqué à manœuvrer, avec des blocs bas qui vont vouloir attendre. Et nous, on a un plan de jeu qui est sympa, mais un petit manque de créativité et aussi, il faut le dire, une marge de manœuvre qui n'est pas non plus immense sur le reste de la Ligue 1. Tout ça, on va en reparler ensemble. Ça fait du bien de se dire qu'après une défaite vraiment dure à encaisser, l'OL rebondit et fait donc 12 points sur 15 possibles et se hisse donc à la 2e place en ce vendredi soir au classement de la Ligue 1. Et donc, salut à tous les amis, salut YouTube. C'est parti pour le débrief, en espérant les gones que tout le monde se porte bien. Installez-vous, c'est parti pour à peu près une bonne quinzaine de minutes où on va refaire ensemble le débrief du match, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, l'histoire du match, les tops, les flops et une question en toute fin de vidéo. Est-ce qu'on a vu là, je dirais, les prémices du 11 titulaire que Fonseca mettra en place d'ici les prochains matchs? Autant de sujets à voir ensemble, mais avant de commencer les gones, pensez comme toujours au petit pouce qui fait vraiment très plaisir. Ça prend une demi-seconde, c'est gratuit. Pensez aussi à commenter, à me dire vos différents points de vue sur ce match compliqué, laborieux parfois, mais au final victorieux. Et enfin, si vraiment vous aimez beaucoup le 11 lyonnais et mes diverses débriefs de match, pensez à vous abonner, activer la cloche et booster le contenu. Merci à toutes et à tous les amis. On commence donc par le thème numéro 1, c'est parti. Alors, l'histoire du match, qu'est-ce que c'est que ce match? Ce match, il est quand même assez compliqué à décrypter. Il est un petit peu, je dirais, en 3 temps. On a une mi-temps, du coup d'envoi jusqu'à la 45e minute, où l'OL est techniquement plutôt propre. C'est pas génial, mais c'est propre. Et on a en seconde mi-temps, je dirais un bon quart d'heure, où l'OL revient sur les mêmes bases. C'est propre, mais il se passe pas grand-chose. Et c'est la fin de match, c'est l'ultime demi-heure qui change un petit peu le fil du match. Et c'est là où tout se dessine pour l'OL, avec, il faut le dire, des entrées, des entrants, des remplaçants comme Pavel Schulz, qui ont fait du bien. Et ça, on en parlera juste après. Alors, quelle était la compo pour l'OL contre le SCO d'Angers? On avait le 4-2-3-1 classique avec Okaj, Dominique Graeff qui faisait ses grands débuts avec l'OL et qui donc supplée Rémi Descamps blessé à la main. Après ce but, faut-il encore une fois le rappeler, accordé par le corps arbitral et la VAR, où Rémi Descamps se fait littéralement shooter toutes les phalanges. Bref, parenthèse refermée. Derrière, on a une ligne de 4 avec Maitland-Niles, Mata Niakhaté et Tagliafico qui remplace lui aussi Abner, blessé pour quelques temps. Au milieu de terrain, on avait le pivot double Tolisso qui recule un tout petit peu et qui vient suppléer l'absence de Morton sur suspension. À ses côtés, Tessmann qui fait un très bon match, j'en parlerai là aussi après. Et devant, une ligne de 3, Fofana à gauche, Mera comme numéro 8 offensif, numéro 10. À droite, Adam Karabets. Et en pointe, les grands débuts de l'Uruguayen, le numéro 9 que tout le monde attendait évidemment, Martin Satriano. Et en face, Angers en 4-3-3, même parfois plutôt en 4-4-2 en phase défensive. Un bloc angevin assez dense, groupé, 2 lignes de 4 qui attendaient. Voilà, on n'a pas vu un Angers qui voulait venir à Lyon en se disant on fera mal en temps de possession, pas du tout. Ils ont joué avec, on peut le dire, en assumant une forme de jeu de transition assez verticale. Mais bon, c'est comme ça, c'est ce que feront peut-être en Ligue 1 3 équipes sur 4 qui iront jouer chez nous au Parc OL. Voilà, il faut être préparé à ça. Et à mon sens, c'est vraiment le type de match contre Angers qui attend l'OL quasiment toute la saison. Et il faut avoir ça en tête. Est-ce que l'OL peut, oui ou non, est-ce que l'OL a les cartes entre les mains pour déjouer ces blocs bas qui vont attendre et jouer à la carotte? On a eu ce soir quelques petits éléments de réponse. L'OL joue plutôt bien, mais parfois l'OL manque de créativité. Alors je reprends le fil du match. Paulo Fonseca avait fait le choix de jouer avec un numéro 9, Martin Satriano. Et donc, en termes d'animation, évidemment, exit le 4-2-4-0 sans numéro 9 qu'on a vu contre Lens, contre Metz, contre Marseille, contre Rennes. Terminé. Là, il y a un 9 qui joue en pointe et qui doit, en théorie, fixer un peu plus la défense adverse. Et forcément, si Fonseca intègre un numéro 9 dans l'effectif, dans la compo de départ, ça implique quelques petits ajustements, quelques petits changements
en termes d'animation. Et comme vous le savez les amis, maintenant depuis 4 matchs en Ligue 1, l'OL joue, comme je vous l'ai dit, en 4-2-4-0 avec ballon. Pas de numéro 9, et donc Karabets à droite, demi-espace droit, à gauche Fofana, demi-espace gauche, et dans l'axe un carré qui souvent a été Tessman, Morton, Tolisso, plus bien souvent Mera. Mais aujourd'hui, on a eu une formule un petit peu, même carrément différente. Satriano n'était pas dans le cœur du jeu, n'était pas ce 4e sommet du carré, pas du tout. En termes d'animation, on a eu ça, et je mettrai après à l'écran un screen du match qui le montre bien. On a eu en fait une animation avec le carré du milieu toujours, c'est un petit peu la constante sous Fonseca, mais au lieu d'avoir Karabets comme demi-espace droit qui fait des courses de l'extérieur vers l'intérieur, on a eu Maitland-Niles beaucoup plus haut que d'habitude, quasiment comme un piston droit, ce qui fait qu'on avait une base à 3 derrière, avec Mata axe droit, Niakate plus très souvent Tagliafico, devant eux 2 joueurs en pivot double qui étaient Tolisso plus Tessman dans l'équilibre du bloc équipe. Côté gauche, dans du 1 contre 1 qui vient percuter et prendre l'espace, Fofana assez haut malgré tout. À droite, Maitland-Niles un petit peu son pendant mais un peu plus reculé quand même comme piston droit. En numéro 9, Martin Satriano, et derrière lui deux soutiens comme numéro 10, on peut le dire entre guillemets, Kalis Mera plus Adam Karabets qui se réinsérait dans l'axe et devenait le fameux 4e sommet du carré que Paulo Fonseca aime tant. Et ça, ce que je vous dis là les amis, c'est vraiment le gros changement du jour contre le SCO d'Angers. Un numéro 9 qui va vraiment fixer les 2 centraux côté Angers, et derrière lui en soutien le carré qui se dessine, et à droite Maitland-Niles beaucoup plus haut par rapport à d'habitude. Alors ce qu'on peut dire, c'est que dans l'ensemble de ce que fait l'OL avec ballon, c'est plutôt propre. Alors c'est pas non plus un match de fou. C'est pas un match de fou, j'ai même écrit un tweet à la environ 25e minute de jeu. J'ai dit bon, voilà, on voit un OL qui est plutôt relativement propre, on va dire, techniquement, mais malgré tout, on ne voit pas un OL des grands soirs. Et ça, je dirais que dès la 10e minute de jeu, on l'a tous ou presque ressenti. C'était voilà, un OL dans la possession, dans la maîtrise globale des événements. On avait quelques temps de possession marqués, c'est vrai, mais on n'en faisait pas grand-chose. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est qu'avec ballon, les transmissions, les déplacements, tout était moins fluide que d'habitude. Et ça, c'est vraiment le point qui m'a le plus interpellé au cours de l'entame du match. Un OL plutôt propre, mais sacrément scolaire. Et ça, il faut le dire, c'est le retour de l'OL scolaire qui, grosso modo, maîtrise plus ou moins les débats, a le ballon, mais qu'est-ce qu'on en fait? Pas grand-chose, quoi. Pas grand-chose. C'était long, c'était lent, c'était monocorde, monorythme. Et en gros, à part le plan consistant à dire Malik prend le ballon et fait du 1 contre 1, il se passait pas grand chose quoi. Et ça, les gones, c'est aussi l'une des limites que j'ai évoquées, rappelez-vous, dans cette vidéo Mercato bilan qui m'a valu quelques petites critiques, où j'avais dit que l'OL manquait de certains profils de joueurs. Je maintiens, en fait, on a des profils intéressants, techniquement pas mauvais, mais on a un manque de joueurs de déséquilibre. Et ça, c'est vraiment un point crucial. On n'a pas assez de joueurs de déséquilibre forts dans du 1 contre 1, qui font mal, qui vont percuter, qui vont pouvoir dribbler, éliminer. On a Malik à gauche, et au final, dans du 1 contre 1 pur, eh ben c'est quasiment tout. C'est quasiment tout. Et ça, c'est vraiment pour moi la clé du match, de l'entame de match. La première demi-heure, un OL qui est propre, mais qui est trop scolaire, trop convenu. On a une équipe qui, souvent je le dis en vidéo, est plutôt sympa à voir jouer. Une belle animation qu'on aime tous, le carré du milieu, bref, tout ça c'est génial. Mais dans le foot, l'animation, pardon, c'est un petit peu cru, mais c'est de la branlette intellectuelle. C'est bien de voir une équipe qui bouge bien les uns par rapport aux autres, c'est bien. Mais dans le foot de haut niveau, quand le temps et l'espace se réduisent, l'animation, elle peut maquiller quelques petits manques techniques. Mais ce qui fera toujours la différence, c'est le rapport au ballon. C'est la décision, l'initiative individuelle. Est-ce que tu as oui ou non un joueur qui peut, sous pression, faire une différence? Et ça, c'est la marque des plus grandes équipes, ce que n'est pas l'OL évidemment, mais quand on a un jeu qui est à ce point-là bien rodé, bien huilé, c'est vrai qu'il faut trouver le joueur qui va le sublimer. Pour faire simple,
il nous manque Ryan Cherki. Coucou Cherki, tu nous manques fortement. Alors même si, attention, il faut aussi relativiser un petit peu, l'an passé en Ligue 1, on a vu des matchs comme ça où l'OL avait l'emprise technique avec Cherki, avec Thiago Almada, c'était beau à voir, c'était bien, mais on a parfois aussi l'an passé manqué de spontanéité, de créativité, avec Cherki. Donc aujourd'hui, faire le constat d'un OL qui n'a plus ses talents créatifs, forcément, ça va pas aider à déjouer un bloc bas. Alors il faut le dire aussi, pour être très honnête et impartial, Angers a eu une approche du match assez minimaliste. Voilà, c'est 100% made in Ligue 1, bloc bas, on attend, transition, et sur un coup du sort, marquer un but. Alors, ça a failli se faire, ça aurait pu se faire, notamment en fin de match, on en parlera après aussi, mais ça, c'était vraiment l'histoire du match qui se profilait devant nous, et fort heureusement, il y a ce but qui vient nous libérer en seconde mi-temps. Et dans ce type de match, ce qui est vraiment terrible, c'est que tu as beau avoir une emprise technique globale, tu as beau être en théorie meilleur techniquement que l'équipe d'en face, qui elle joue en bloc groupé, de ligne de 4, bloc reculé, t'as beau être meilleur que cette équipe-là, tu n'es jamais à l'abri. Et en Ligue 1, c'est en ça que je le dis, ce match contre Angers est un vrai, comment dire, vraiment un symptôme. Il est symptomatique de ce que l'OL vivra dans les prochains matchs. Contre Angers, tu n'es pas à l'abri. Rappelez-vous, à la 26e minute, cette situation où, à droite, il y a un Angevin qui prend de vitesse Tagliafico, qui centre très fort vers les cages de Dominique Greif, qui la repousse tant bien que mal, et là, un second Angevin arrive, surgit, et ça passe à ça des cages de Dominique Greif. On a été, il faut le dire, à ça de subir une histoire de match pas du tout positive pour nous. Ça a failli mal se goupiller. C'est typiquement ces matchs voilà, un peu chiants à jouer en Ligue 1, où tu joues une équipe qui a peu d'ambition dans le jeu, qui joue sa peau, qui est dans une logique de calcul pragmatique, le maintien, et donc tu te heurtes à ça, un mur, et il faut trouver les clés pour bousiller ce mur. Et dans ce type de match-là, il te faut le game changer, le profil de joueur qui peut prendre le ballon, et dans l'ultime tiers du terrain, dans le camp adverse, prendre le ballon, prendre une décision et faire une différence. Par la passe, l'avant-dernier geste ou le dernier geste à la finition. Il te faut ce profil-là. Et malheureusement, quand je prends le 11 de l'OL, j'ai pas le sentiment qu'on ait beaucoup de profils comme ça. Malheureusement, on a un bon gaucher à droite qui est Karabets, qui n'est pas très fort dans le 1 contre 1 pour éliminer. Il est pas assez punchy, pas assez dynamique, mais il a un très bon pied gauche et il joue simple. Malik peut le faire. Kalismera, il a un profil de joueur qui va fluidifier par son jeu simple ses passes bien senties. Mais voilà, des profils de déséquilibre, on en manque cruellement. On a un manque de profil et aussi, il faut le dire, un manque de talent, je trouve, offensif. Tout ce que je vous dis là, c'est un petit peu, en tout cas pour moi, dans ma lecture du match, le résumé de la première mi-temps de l'OL. Un OL qui est appliqué, qui a un plan, qu'on aime tous, ce plan de jeu, l'animation sympa, le carré, c'est bien déroulé, c'est bien amené, mais c'était un petit peu trop scolaire, trop convenu et surtout un petit peu limité. Il y a une super action, les gars, en fin de seconde mi-temps, rappelez-vous, où Malik est beaucoup plus axial, et sur une bonne passe, un bon décalage à droite, dans les 16 mètres d'Hervé Kofi, le gardien angevin, il trouve Maitland Nice, qui était très haut, qui est venu apporter une solution en plus, créer par son mouvement un vrai décalage. Ça a été bien fait. Feinte du droit, frappe du gauche, à ça du poteau, super action. C'est tout ce que l'OL n'a pas su faire, je pense, en première mi-temps. Et ce qu'on a mieux fait, je dirais, dans l'ultime demi-heure du match. Alors évidemment, il faut aussi le dire, ce qui nous libère beaucoup, c'est ce but. Ce but sur corner, ça c'est rare les gars, il faut le souligner, c'est vraiment rare. L'OL qui marque un but sur coup de pied arrêté. Depuis quand ça n'est pas arrivé? Bonne question, à vous de me le dire en commentaire. Je n'ai plus en tête le dernier coup de pied arrêté de l'OL, de la tête ou comme ça sur un coup franc ou corner. Je ne l'ai pas en souvenir. Mais là, pour le coup, côté gauche, Karabets prend le corner, très bien tiré, bien brossé, corner sortant, tête de Martin Satriano, tiens, comme par hasard, le jeu aérien qui a tant manqué par le passé à l'OL, parade de Kofi qui la sort bien sur le côté gauche, et là Tessman surgit, frappe du gauche, but 1-0 pour l'OL, et ce but, il fait vraiment beaucoup de bien. C'est le but qui vient changer le match, c'est le tournant du match, je pense qu'on peut le dire comme ça, c'est vraiment le but qui vient libérer l'OL. On fait le plus difficile, le plus dur, quand tu as un bloc en face qui est groupé, très dense, qui a un plan de jeu très rudimentaire, on est dense, on est groupé, projection, verticalité,
Si t'arrives pas à mettre ce 1-0, t'es dans la mouise. Et plus le temps passe, on l'a vu contre Angers, hein, plus le temps passait, plus les Angevins étaient en confiance et plus tu prenais le risque de perdre le match sur une transition mal gérée. Ça aurait pu se produire, mais ce but fait beaucoup de bien. Et après, quand il y a 1-0 pour l'OL, les lignes s'étirent. Angers prend un peu plus de risques, monte un peu plus son bloc, il y a plus d'espace pour Malik, Satriano, pour tout le monde, pour Karabets, et là, la différence se fait d'un point de vue technique. On a cette séquence de jeu que j'ai évoquée juste avant, où Maitland-Niles fait un bon crochet du droit, frappe du gauche à sa décage d'Hervé Kofi. On a eu vraiment un très bel apport des latéraux, plus de solutions, et là aussi, il faut le souligner, point très important, Contre Rennes, j'ai taillé un petit peu l'apport du banc, qui me paraissait pas assez impactant, pas suffisant, un peu faiblard. Contre Angers, l'apport de Pavel Schulz, par exemple, pour ne citer que lui, a été vraiment très important. Pavel Schulz, quand il rentre, il apporte un surplus de dynamisme, une grinta, une hargne. Il est extrêmement disponible. Il se pose pas de questions. C'est quelqu'un qui, quand il rentre et quand il joue, il est attiré par les cages adverses. C'est un joueur de Bundesliga. J'en ai parlé avec des potes récemment, il y a quelques jours, et je leur ai dit, les gars, pour moi, Pavel Schulz, c'est vraiment le prototype même du joueur Bundesliga. C'est quelqu'un que j'imagine tellement jouer à Francfort, à Mönchengladbach ou autre, et marquer par saison ses 10 buts et 10 passes D. Voilà, moi je l'imagine comme ça. C'est quelqu'un à qui il faut un jeu où on réfléchit peu, un jeu d'intensité, de course, de générosité, il lui faut ça. On l'a vu, quand il rentre en fin de match, c'est plus ouvert, et là il fait la différence. Il a un bel apport, il soutient le numéro 9, il crée de vraies différences. Voilà, l'entrée de Schulz, elle est vraiment très positive, et elle montre bien que ce joueur-là, contrairement à ce que beaucoup veulent dire négativement sur Twitter et différents réseaux, c'est pas un mauvais joueur. J'ai lu depuis quelque temps, ouais, Schulz, c'est pas bon, c'est un joueur de merde, c'est un joueur moisi. Eh, calme, tranquille. Le gars vient à peine d'arriver, tranquille, vraiment tranquille. Et ce qu'il montre sur 25 minutes de jeu, c'est la preuve que ce n'est pas un joueur pourri, loin de là. C'est un bon joueur de foot, mais il a un profil qui est atypique. Et je sais que nous, à l'OL, on est un petit peu dans la culture, et c'est normal, des beaux joueurs de foot qui sont très fins techniquement, un peu comme Ryan Cherki, voilà, qui sont fins et forts dans les petits espaces. Je peux le comprendre, mais Pavel Schulz, c'est un profil qui est différent. C'est pas un 10 pur de création. Pour moi, je le dis, je le répète, c'est quasiment un numéro 9,5 qui va épauler le numéro 9, l'accompagner, marquer, stater, faire des passes, frapper. C'est ça. C'est ce profil de joueur-là, extrêmement généreux dans les courses, les efforts, la grinta, la hargne. Un joueur qui se pose au final peu de questions. Et moi, j'aime bien ce type de profil-là. Donc franchement, Schulz fait une belle entrée et qui m'a fait vraiment très très plaisir. À ce moment du match, il restait à peu près 15 minutes, grosso modo. Et là, bon, comme vous, j'imagine les gones, je me suis dit, bon, le match prend plutôt un bon chemin, un bon tournant. Ça a l'air plutôt positif pour nous. A priori, un OL sérieux doit breaker. Tu as fait le plus dur, tu mets le 1-0, tu as cassé le verrou angevin. Maintenant, il faut défoncer la porte, quoi. Vas-y, mets-moi le 2-0, terminé, rentrez chez vous, on prend les 3 points. Eh ben non, c'est pas ce qui s'est produit. Parce qu'en fait, l'OL, malgré tout, reste l'OL, avec ses limites à la fois offensives, créatives, mais également défensives. Quelques petits moments de trou d'air, des phases de déconnexion mentale. Coucou Hensley Maitland-Niles par exemple, ça arrive encore et encore. Et là, on n'est pas à l'abri du pire. On n'est vraiment pas à l'abri du pire. Et heureusement, ce qui est bien pour nous, c'est que dans le Money Time, vers la 90 plus 2, 3, 4, Dominique Greif, il a activé le mode GOAT, le mode Dieu, le mode mur injouable. Et c'est ce qui fait que l'OL prend 3 points aujourd'hui. Et sans ces parades décisives de Greif, eh bien, l'OL aurait pris 1 point, et je vous dirai face caméra que c'est une énième fois une déception après le match de Rennes. Mais fort heureusement, Dominique Greif a activé le mode Superman, et 2 très belles parades, vraiment des parades réflexes de très grande qualité. Moi qui me rappelle ces matchs que j'ai revus quand il est venu chez nous et qu'on l'a acheté, je me suis refait quasiment 10 matchs de lui avec Majorque. La parade qu'il avait lâchée contre l'Atlético Madrid de Griezmann, une parade réflexe, c'est exactement ce type de parade-là. Sur sa ligne, il est vraiment très fort. Bref, Dominique Greif, merci pour la victoire d'aujourd'hui. C'est en partie grâce à lui, il faut le dire. Donc voilà, je dirais qu'au final, on a vu un match compliqué,
Pas facile à négocier, mais l'OL, fort heureusement, prend 3 points. L'OL a su déverrouiller le cadenas des Angevins qui étaient venus pour une seule chose, être groupés, danser et espérer sur une transition faire un exploit. Ils ont failli le faire, ça aurait pu se produire. Maintenant, je pense qu'il en manque quand même, faut aussi l'admettre, beaucoup de qualité offensive. Mais donc, voilà, l'OL prend les 3 points, l'OL avance. Tout n'est pas parfait, c'est vrai. Il y a plein de points qu'il faut améliorer, c'est vrai aussi. Je préférais voir un OL plus inspiré, plus créatif, plus imaginatif avec le ballon entre les pieds. C'est pas encore le cas. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ce type de match contre Angers, je pense qu'il est à l'image, mais vraiment c'est le match symptomatique de ce qu'attend l'OL pour la saison à venir. Des matchs comme ça, où on va en chier, on va galérer parce qu'en face il y aura un bloc compact, très dense, et entre eux et nous, il n'y aura pas un grand écart technique et footballistique. Il y en aura plein des matchs comme ça. Et ces matchs-là vont se jouer à un but d'écart, sur un geste juste, un coup du sort, un choix arbitral, comme à Rennes par exemple. Il y aura plein de matchs comme ça. La question c'est de quel côté penchera la bascule, du bon ou du mauvais côté. Ça je maîtrise pas, je n'ai pas la réponse. Et dans le fond, personne ne maîtrise ça. Pas vous, pas moi, pas le coach Fonseca, pas le staff, pas les dirigeants, même pas les joueurs, on n'en sait rien. Et je pense que la saison de l'OL, elle va être conditionnée à plusieurs paramètres impondérables qu'on ne peut pas évaluer, qu'on ne maîtrisera pas, parmi lesquels les blessures. Est-ce qu'on va, oui ou non, maintenir un effectif plus ou moins complet au fil des matchs? On l'a vu, Abner, ça couine un petit peu, par exemple. Est-ce que devant, on aura les armes offensives pour toute la saison? Je ne sais pas non plus. Mais je pense que l'un des paramètres super importants, c'est la progression de certains jeunes. Les jeunes auront une carte à jouer. Est-ce que les jeunes auront la capacité à progresser vite comme Kaliss Meira, à apporter un plus collectif à l'équipe? C'est pour moi l'un des 2-3 paramètres qui vont faire que l'OL fera oui ou non une bonne saison. On le sait, peu de moyens, effectifs réduits en quantité et en qualité, donc forcément, il te faut espérer de bonnes nouvelles, parmi lesquelles l'éclosion de Kaliss Meira, de Molébé, d'Alejandro, de Carvalho, de Barisic. Voilà, autant de gamins qui apporteront peut-être une plus-value à l'équipe. Donc voilà, il faudra espérer ça, espérer aussi et surtout que les recrues s'intègrent un peu plus vite qu'elles ne le font actuellement. Coucou Pavel Schulz, Dominique Greif, est-ce qu'il sera oui ou non décisif avec l'OL? Voilà, c'est plein de paramètres comme ça qu'on ne maîtrise pas et qui, au final, feront que la saison basculera du bon ou du mauvais côté pour l'OL de Paulo Fonseca. Allez, on enchaîne rapidement les tops et les flops du match. Alors les gones, j'y pense, dites-moi en commentaire qui est pour vous le top et le flop du match. J'ai hâte de vous lire. Pour moi, c'est assez évident. Mon top, c'est Tanner Tessmann, qui fait un match extrêmement complet, du début à la fin, dans un rôle d'équilibre de joueur qui va comme ça venir apporter une stabilité dans le cœur du jeu, plus de solidité, plus de rigueur défensive. Il a fait du bien à ce niveau-là. Il gratte des ballons et surtout, moi, ce qui me plaît bien, c'est l'une de ses progressions depuis quelques temps, c'est que dans le jeu avec le ballon, il est quand même beaucoup plus rapide qu'auparavant. Rappelez-vous les matchs, il y a maintenant quelques semaines, quelques mois, où il lui fallait 1, 2, 3 secondes pour prendre le ballon, s'organiser dans la gestuelle, lever les yeux, transmettre. C'était beaucoup trop long, trop lent. Et là, il joue vraiment beaucoup plus simple. Une touche de balle, jeu long. Son jeu long est vraiment de qualité. Et pour moi, Tessmann, c'est le top du match, assez nettement. J'aurais pu dire aussi, parce que j'ai aimé l'entrée de Pavel Schulz, qui fait une entrée vraiment de qualité, très très dynamique, sur quasiment une petite demi-heure du match, où il fait du bien, très volontaire, spontané, beaucoup de projections, soutien du numéro 9, frappe. Voilà, ça c'est le Pavel Schulz que j'aime bien et qui, je pense, dans cette OL-là, aura une carte à jouer, c'est évident. Et surtout, dans mon top 3 des tops du match, il y a un joueur qui fait son apparition à la 90e plus 3, plus 4, Dominique Greif. Mais évidemment, les 2 parades qu'il fait en fin de match, waouh! Sans lui, c'est match nul et on chiale tous. Donc il sauve les 3 points du match, il fait 2 parades de très très grande qualité et il faut aussi le dire, son jeu au pied est positif, très rassurant. C'est bien. Voilà pour les tops du match. On passe au flop du match. Alors, flop, c'est un grand mot. C'est un mot extrêmement sévère. Je dirais plus déception, un petit peu en dessous du reste. Kaliss Meira.
que j'ai trouvé un petit peu à l'image de ce qu'a fait l'OL durant une mi-temps, très appliqué, mais en même temps scolaire. Ça manquait de ce petit truc en plus pour faire une vraie différence, balle au pied. Voilà, appliqué, mais scolaire et pas assez créatif. Donc je dirais qu'Alice Mera, voilà, il sort en seconde mi-temps assez tôt, c'est pas étonnant. C'est ma petite déception du match. C'est pas un flop, c'est pas le mot que j'aime le plus pour dire, pour qualifier un tel match de sa part. Mais voilà, le joueur un petit peu en dessous, je dirais qu'Alice Mera. Et pour finir les amis, mon troisième thème de la vidéo, rapide aussi, très très rapide, un petit débat, une question que je vous pose. Je pense qu'on a vu ce soir les prémices du 11 quasiment définitif de l'OL à 1 ou 2 places près. Autrement dit, je pense qu'au cage, Dominique Greif va rester. Les 4 derrière, je pense, ne bougeront pas. Ça me paraît cohérent. Tagliafico, Niakate, Mata, Maitland-Niles. Devant eux, dans l'animation, avec ballon, je dis bien avec ballon, on reverra ce carré qui marche bien. C'est peut-être là où il y a une place à grappiller. J'imagine bien Tessman, Morton qui fera son retour contre Lille le week-end prochain. J'imagine devant eux Tolisso un peu plus haut, comme ce 8 demi-espace gauche voltigeur qui va créer par le mouvement, déplacement de vraies différences. Et c'est là où Pavel Schulz a peut-être une carte à jouer. Je dis bien peut-être, à voir. Et devant à gauche, Fofana, et en pointe, le numéro 9, Martin Satriano, l'Uruguayen. La question c'est, est-ce que Paulo Fonseca, et je vous la pose les gones, vous me direz en commentaire, j'ai hâte de vous lire, est-ce que selon vous, Paulo Fonseca va aller au bout de sa logique du 100 numéro 9, le fameux 4-2-4-0 avec ballon, contre Rennes, contre Marseille, contre Metz, contre Lens. Est-ce qu'on verra ça? Ou est-ce qu'il va aller plus loin avec ce numéro 9, Satriano, qu'il va réussir à intégrer collectivement et modifier un tout petit peu l'animation de l'OL? D'ailleurs, j'y pense, mais petite parenthèse que j'ai oublié d'évoquer en débrief, mais pour moi, Satriano, il fait un match plutôt intéressant. Durant 45 minutes relativement alors un peu isolé, on va dire, il a voulu décrocher un petit peu. Mais en seconde mi-temps, avec un Malik plus axial et l'apport des latéraux, j'ai trouvé que Satriano avait été vraiment intéressant. Il s'est créé, je crois, 2 situations, dont une tête qui mène au but de Tessman, la frappe du droit qui est déviée sur le poteau de Kofi, le gardien angevin. Voilà, c'est pas inintéressant. Mais la question que je vous pose, c'est est-ce que Fonseca ira dans une des 2 logiques, le sans numéro 9 ou le avec numéro 9? Et pour vous, laquelle des 2 est la plus pertinente? Laquelle préférez-vous? En ce qui me concerne, je penche plus pour l'option avec numéro 9, parce que je pense que ces matchs-là, face à un bloc bas, il te faut quelqu'un qui va fixer, être bon dans les airs, quelqu'un qui va apporter un profil de jeu différent. Et j'aime bien le sens du devoir, la hargne, les courses, le mouvement qu'a l'Uruguayen. Est-ce que Paulo Fonseca continuera avec un numéro 9? Je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, on a un très très gros rendez-vous dans une semaine au stade Pierre-Mauroy à Lille. Match extrêmement important. Logiquement, je dis bien logiquement, j'y serai pour soutenir notre cher Olympique lyonnais et espérer un coup, parce que jouer Lille chez lui, c'est pas facile. Ils ont un bel effectif. Offensivement, ils sont vraiment armés. Et en tout cas, à mes yeux, en Ligue 1, à l'instant T, je pense que c'est la 2e meilleure équipe de Ligue 1. Voilà. Donc, gros match, gros rendez-vous. Et on se retrouvera pour en parler ensemble, évidemment. Ciao, ciao les gones, portez-vous bien. Et allez l'OL plus que jamais. Bisous tout le monde.